parce que tout ce qu'il a dit est un mensonge. C'est très grave de voir un adulte mentir, encore plus grave de voir un officier général d'une grande armée mentir. C'est très sérieux. Tout d'abord, il a parlé de l'or du Burkina en disant qu'il sert à nous protéger. Mais il faut le rappeler, c'est l'or du Burkina Faso, ce n'est pas son or. C'est la première chose. À quoi cela ressemble-t-il? À rien. C'est le Burkina, c'est notre or, c'est l'or du peuple burkinabé. On ne dirait pas qu'il s'en rend compte. La deuxième chose, c'est qu'il ment en affirmant que le Burkina avait déjà des réserves d'or. C'est faux. Le Burkina n'avait aucune réserve d'or avant notre arrivée. C'est nous qui avons commencé à mettre de l'or en réserve dans le trésor du Burkina. Avant cela, il n'y avait pas un seul gramme de réserve, même pas au Bangladesh. Cela montre qu'il ment, encore et encore. Ensuite, lorsqu'il dit que nous utilisons cet or pour nous protéger, il oublie que nous sommes libres. Le peuple a décidé que nous gouvernons. Nous avons donc le devoir de nous protéger. Nous sommes libres. Et encore une fois, à quoi cela ressemble-t-il? C'est du mensonge, du mépris. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas qu'il soit général, ni qu'il soit américain, c'est qu'il soit noir. Et ça fait mal de voir qu'on utilise un homme noir pour combattre un autre homme noir. Et ce n'est que le début. Il faut que cela cesse. C'est très dangereux. Même en Libye, on a détruit ce pays en utilisant un homme noir. Dans les films américains, à l'époque, les noirs jouaient toujours un rôle négatif. On sait que c'est du cinéma. Mais pourquoi continue-t-on à faire jouer aux noirs ces rôles nuisibles dans la vraie vie? S'il entend cette interview, il doit se regarder dans le miroir, avoir honte, sortir publiquement et reconnaître, nous avons fait un faux rapport. Je le regrette. Il doit le dire haut et fort. Car s'il s'agit d'un faux rapport, ils l'ont fait sciemment. Il est possible qu'ils aient menti en disant qu'il s'est manifesté et a dit, parce que vous m'avez suivi. J'ai emmené un autre voisin, un noir encore, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui se promène en Turquie. Il a vu le ministre turc de la Défense et lui a dit, nous vendons des armes. Vous voyez comme cela fait mal? Quand un noir agit ainsi contre son propre peuple, c'est insupportable. Avons-nous fait une fausse déclaration en disant qu'il ment? Si leur intention était de créer des problèmes au Burkina, comme ils en ont l'habitude, alors qu'ils viennent. Nous serons prêts. Nous les attendons. Car cela doit cesser maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre d'autres noirs. C'est toujours le même scénario, et nous le dénonçons avec force. Cela nous fait énormément de peine de voir qu'un noir est utilisé pour attaquer un autre noir. C'est vrai, ils peuvent essayer de réparer cela par plusieurs moyens. Mais non, cela a été dit publiquement, il faut réparer publiquement. Ce n'est plus le temps de l'hypocrisie diplomatique. Comme nous le disons ici, il faut parler fort, dire la vérité, et dire non. Nous ne nous excusons pas. Il faut qu'eux s'excusent, publiquement. Je les invite à faire amende honorable, car la jeunesse africaine a compris. La jeunesse noire du monde entier a compris. La manipulation ne fonctionne plus. Elle a longtemps existé, mais aujourd'hui elle ne passe plus. C'est regrettable, oui. Mais le Burkina reste dans le droit chemin. Nous continuerons à nous développer. Il a aussi oublié de parler de tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous accomplissons, aucun régime ne l'a fait avant nous. Nous développons les secteurs social et économiques du pays. Nous construisons de nombreux centres de santé bien équipés, nous facilitons l'accès aux examens médicaux, et nous en réduisons le coût. Quel autre régime a fait cela? Aucun. Nous travaillons dans l'agriculture avec de la main-d'œuvre gratuite. Notre production a augmenté. Qui a fait ça? Personne. Nous créons une nouvelle armée burkinabé, mieux équipée que jamais. Qui a fait cela? Aucun autre régime. Même en matière d'emploi, nous avons accompli ce que personne n'avait osé entreprendre avant. Aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous. L'industrialisation est peut-être ce qui leur fait mal, au point qu'ils veulent l'arrêter. Pour cela, ils doivent inventer des mensonges. Je les invite à relire leurs copies. Voilà ce que je peux dire, c'est un gros mensonge, et c'est profondément regrettable. L'Afrique n'est pas étrangère aux intrigues des puissances impérialistes. Mais lorsque le général américain Michael Langley, chef de l'AFRICOM, a accusé le leader révolutionnaire du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de détourner les réserves d'or à des fins personnelles, il a allumé un feu qui s'est propagé sur tout le continent comme un vent d'harmattan. Début avril 2025, lors d'une audition devant une commission sénatoriale américaine, Langley a affirmé que le capitaine Traoré utilisait l'or burkinabé pour se protéger personnellement. Une accusation mensongère et calomnieuse, visant à ternir l'image d'un homme devenu le cœur battant de la résurgence anti-impérialiste en Afrique. Ce que l'Occident n'avait pas anticipé, c'était la réaction tonitruante des Africains, non seulement au Burkina Faso, mais aussi d'Accra à Addis Abeba, de Lagos au bastion londonien de la diaspora. Le peuple s'est soulevé, sa voix unie dans un cri retentissant, « Bas les pattes de Traoré. Bas les pattes de l'Afrique. »
Il ne s'agissait pas d'une simple protestation. C'était un réveil continental. Un rejet de siècles d'exploitation et une déclaration audacieuse, l'Afrique ne tolérera plus l'ingérence étrangère dans ses affaires. Des rues d'Ouagadougou aux marchés animés de Nairobi, les Africains sont descendus dans la rue. Leurs pancartes brandies, leurs chants retentissaient, Traoré est l'espoir de l'Afrique. Pris de court par cette unité inattendue, l'Occident cherche à comprendre un continent qui, désormais, refuse de s'incliner. Les dirigeants africains, longtemps habitués à marcher sur la corde raide de l'approbation occidentale, regardent, stupéfaits, leur peuple se rallier à un capitaine de 37 ans qui incarne l'esprit de Thomas Sankara et les rêves d'une Afrique libre. C'est l'histoire de la rébellion d'un peuple. Une lettre d'amour à un dirigeant qui ose défier. Et un avertissement à ceux qui sous-estiment le pouvoir d'une Afrique unie. Le 3 avril 2025, devant le Sénat américain, le général Michael Langley prononçait des mots qui allaient devenir une grave erreur stratégique. Il accusait le capitaine Ibrahim Traoré, président par intérim du Burkina Faso, de détourner les réserves d'or pour protéger le régime, plutôt que de servir les intérêts de son peuple. L'accusation n'était pas seulement fausse, elle était une tentative délibérée de saper un dirigeant qui a osé défier l'emprise de l'Occident sur l'Afrique. Les propos de Langley, empreints d'arrogance impériale, rappelaient les vieilles méthodes de la propagande coloniale, diffamer, déstabiliser, destituer. Mais cette fois, l'Afrique écoutait et était prête à réagir. En quelques heures, les réseaux sociaux du continent s'embrasaient. De X à TikTok, des hashtags comme #AnfIbrahim ou #TAfricaStansuitib sont devenus viraux. Des jeunes Africains, armés de leurs smartphones et d'une colère légitime, dénonçaient l'hypocrisie des États-Unis. La même Amérique qui a pillé l'Irak et la Libye ose aujourd'hui faire la leçon à l'Afrique sur ses ressources? Faites-nous la leçon sur nos ressources, a tweeté Teta, une militante kenyane, dont la publication a été partagée des milliers de fois. Au Burkina Faso, le gouvernement a rapidement condamné les propos de Langley, les qualifiant de « regrettables » et de « gravement inexacts ». Mais ce sont surtout les citoyens qui sont descendus dans la rue. Le 30 avril, la place de la Révolution à Ouagadougou s'est transformée en une mer de vert, de rouge et de noir, les couleurs du drapeau burkinabé, alors que des dizaines de milliers de personnes participaient à l'un des plus grands rassemblements pro-Traoré depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. Les manifestants brandissaient des affiches géantes de leur leader vêtu de son treillis emblématique, et des banderoles proclamant « À bas l'impérialisme et ses laquais locaux ». Le musicien Obé Johan, présent sur place, a déclaré à la Société de Presse. Colin Powell a menti, et l'Irak a été détruit. Obama a menti, Kadhafi a été tué. Mais cette fois, leurs mensonges ne nous affecteront pas. Ces mots traduisent le sentiment d'une génération qui a vu les ravages des interventions étrangères et refuse de laisser le Burkina Faso devenir une autre Libye. Mais ce combat ne concerne pas que le Burkina Faso. La vague de protestation s'est étendue comme une traînée de poudre à travers tout le continent et la diaspora. Au Ghana, le mouvement socialiste a organisé des rassemblements sous le slogan « Touche pas à l'AES », en référence à l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Libéria, l'activiste Sékou Ansumanu Dukali a voyagé jusqu'à Ouagadougou pour participer à la manifestation. Il a déclaré « Je suis venu ici parce que le capitaine Traoré représente l'espoir pour l'Afrique, pour les Noirs, pour tous les combattants de la liberté dans le monde. » Au Nigeria, 2 manifestants ont été arrêtés pour incitation à l'ordre public après avoir organisé une marche. Pourtant, leur détermination est restée intacte. De Accra à Montego Bay, de Londres à Bamako, les Africains se sont levés, leurs voix unies dans un cœur de défi. Pour comprendre pourquoi tant d'Africains se sont ralliés avec autant de ferveur au capitaine Ibrahim Traoré, il faut aller au-delà des gros titres et écouter le cœur d'un continent en quête de souveraineté. À 37 ans, Traoré n'est pas simplement un chef militaire. Il est devenu un symbole de résistance, l'incarnation vivante des idéaux panafricanistes défendus par Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Arrivé au pouvoir en 2022 après un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a promis de s'attaquer à la crise sécuritaire qui mine le Burkina Faso, et de restaurer la dignité nationale face à l'exploitation néocoloniale. Contrairement à ses prédécesseurs, Traoré a tenu parole. Sous sa direction, le pays a pris des mesures audacieuses pour affirmer son indépendance. Expulsion des forces militaires françaises, fin des accords d'exploitation inéquitables, rejet du franc CFA, symbole persistant du colonialisme économique français. Il a réorienté les ressources du pays vers le développement local, investissant dans l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire, malgré les sanctions illégales et les pressions extérieures. La nationalisation des mines d'or du Burkina Faso, une décision qui lui a valu à la fois des applaudissements et des ennemis, garantit désormais que les ressources du pays profitent à son peuple, et non à des sociétés étrangères. Ces actions trouvent un profond écho sur un continent pillé pendant des siècles,
tandis que sa population demeure prisonnière de la pauvreté. La rhétorique d'Ibrahim Traoré est tout aussi puissante. Vêtu de son treillis militaire et s'exprimant dans le langage de la révolution, il incarne l'esprit de Thomas Sankara, le légendaire dirigeant burkinabé assassiné lors d'un coup d'État soutenu par la France en 1987. Traoré a fait ériger une nouvelle statue de Sankara sur le lieu de son assassinat, un acte hautement symbolique, qui réaffirme son engagement envers l'autonomie et l'unité panafricaine. Sur TikTok, des vidéos virales montrent des jeunes Africains saluant Traoré comme le Messie de l'Afrique, le capitaine du peuple, à la tête d'armées imaginaires renversant les empires occidentaux. Des slogans comme « La France doit tomber » témoignent de la ferveur anti-impérialiste qu'il a éveillée. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré représente une rupture nette avec la vieille garde des dirigeants souvent considérés comme les marionnettes de l'Occident. C'est l'un des nôtres, déclare Amina Kiboli, une étudiante de 24 ans venue de Bamako, au Mali, pour participer à un rassemblement. Il parle notre langue. Il ressent notre douleur. Et il n'a pas peur de s'opposer à ceux qui pillent notre continent depuis des siècles. Ce sentiment est partagé par les jeunes, majorité démographique du continent, qui voient en Traoré un dirigeant lucide, capable de comprendre leur frustration face au chômage, aux inégalités et à la domination étrangère. Son charisme, sa jeunesse et sa posture sans compromis en ont fait une icône numérique. Des images générées par IA et des chants remixés circulent en boucle, amplifiant le mythe Traoré en ligne. Mais l'attrait de Traoré ne se limite pas à l'émotionnel. Il est aussi stratégiquement pragmatique. Dans une région minée par les insurrections djihadistes, il a priorisé la sécurité, s'appuyant sur son expérience d'officier d'artillerie et de terrain. Certes, la violence persiste dans le nord du Burkina Faso, mais ses partisans rappellent qu'il a hérité d'un désastre aggravé par des années de mauvaise gestion, souvent cautionné par les puissances étrangères. Son pivot vers la Russie pour des partenariats militaires, après l'expulsion des troupes françaises, est vu par beaucoup comme une démarche réaliste pour affronter les menaces sécuritaires sans sacrifier la souveraineté. Pour les Africains fatigués d'être des pions dans des jeux géopolitiques, le défi lancé par Traoré représente une bouffée d'air frais. Les protestations déclenchées par les accusations du général américain Michael Langley n'étaient pas seulement une défense de Traoré, elles constituaient un rejet global de l'arrogance occidentale. À Ouagadougou, le 30 avril, la place de la Révolution s'est transformée en un océan de drapeaux burkinabés et russes. Les slogans scandaient « Vive le capitaine Traoré ». Le rassemblement, parmi les plus massifs depuis son arrivée au pouvoir, a aussi été marqué par des révélations inquiétantes. Une tentative de coup d'État, déjouée, aurait été orchestrée depuis la Côte d'Ivoire. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, a qualifié ce complot d'effort pour « semer le chaos et inverser le cours révolutionnaire du pays ». Mais le peuple a répondu avec force, « Nous serons le bouclier de Traoré ». Partout en Afrique, le soulèvement a pris vie. Au Ghana, des groupes de la société civile ont organisé des manifestations de solidarité, dénonçant l'ingérence étrangère et saluant le leadership de Traoré. Au Libéria, des pancartes proclamaient « Le procès de Traoré, notre Sankara ». Au Nigeria, malgré la répression, de jeunes militants ont bravé les interdictions pour exprimer leur soutien. La diaspora africaine a elle aussi répondu à l'appel. À Londres, burkinabés et militants africains se sont rassemblés devant l'ambassade américaine avec des banderoles « Les ressources de l'Afrique ne sont pas vos jouets ». À Montego Bay, en Jamaïque, un petit rassemblement a résonné comme un écho lointain à l'appel pour la souveraineté africaine. Ces manifestations n'avaient pas seulement pour objet la défense de Traoré. Elles incarnaient un sursaut de dignité, une volonté ferme de refuser que l'avenir de l'Afrique soit dicté par des intérêts étrangers. Les réseaux sociaux ont amplifié le message. Sur Facebook, la déclaration virale d'un militant ghanéen, Joe Bassier, a été partagée des milliers de fois. Ce n'est pas une révolte pro-Traoré. C'est une insurrection contre la manipulation. La tentative de coup d'État a suscité une mobilisation planétaire. L'opinion publique finlandaise, via des médias indépendants, a qualifié le mouvement de « soulèvement mondial », exhortant la France, les États-Unis et l'OTAN à cesser toute ingérence dans les affaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le message de l'activiste nigérien Echeraku, « L'Afrique n'a pas besoin du monde. C'est le monde qui a besoin de l'Afrique », est devenu un mot d'ordre. Il rappelle que l'Afrique est riche, puissante, et capable de tracer sa propre voie. Ce mouvement sans filtre ni excuse est devenu un phénomène mondial que l'Occident ne peut ni ignorer, ni contrôler. Le vrai chaos n'était pas dans les manifestations pacifiques pour la plupart, mais dans le bouleversement qu'elles ont causé dans le récit occidental. Pendant trop longtemps, l'Occident a cru pouvoir imposer sa volonté à l'Afrique, en soutenant des dirigeants dociles et en renversant ceux qui osaient le défier. Les trajectoires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont mis fin à cette illusion. L'Alliance des États du Sahel, fondée après leur retrait de la CEDEAO, propose une nouvelle vision de l'intégration africaine, où la souveraineté prévaut sur la soumission.
Les manifestations ont envoyé un message limpide, l'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances occidentales. Pris de court, l'Occident a vacillé. À Washington, les remarques de l'anglais n'étaient censées être qu'une pique de routine, destinée à justifier la présence de l'Africom et à contrer l'influence russe. Elles ont eu l'effet inverse. C'est sans précédent, a confié un diplomate américain à Reuters, sous anonymat. On s'attendait à une réaction du Burkina Faso, mais pas à une telle vague de solidarité continentale. Les protestations ont révélé la fragilité de l'influence occidentale en Afrique, un continent de plus en plus sceptique face à des promesses creuses de démocratie et de développement qui n'ont produit que dettes, dépendance et pillage. La France, en particulier, a ressenti le choc. Emmanuel Macron, qui avait autrefois décrit Traoré comme complice d'une alliance russo-chinoise, est resté silencieux pendant les manifestations. Depuis son expulsion du Burkina Faso en 2023 suivie par celle du Mali et du Niger, Paris peine à maintenir sa pertinence dans le Sahel. La vue des manifestants brûlant des drapeaux français tout en brandissant des drapeaux russes a été une gifle brutale pour une nation qui considérait l'Afrique de l'Ouest comme son arrière-cour. Cette colère a aussi mis à nu l'hypocrisie française. Pendant que Paris parle de respect et de souveraineté, ces entreprises continuent de piller les ressources africaines, souvent au détriment des communautés locales. Pendant ce temps, les dirigeants africains, pris entre deux feux, se retrouvent dans une position inconfortable, sommés de choisir entre les intérêts des peuples qu'ils représentent et ceux de leurs anciens maîtres. De nombreux pays dépendants de l'aide et des investissements occidentaux ont évité de soutenir ouvertement le programme radical du capitaine Ibrahim Traoré. Pourtant, les manifestations de masse ont mis en lumière un fossé grandissant entre les dirigeants africains traditionnels et leur peuple. En Côte d'Ivoire, accusé par le Burkina Faso d'abriter des putschistes, le président Alassane Ouattara a été vivement critiqué pour son alignement perçu sur les intérêts occidentaux. Au Ghana, les accusations passées de l'ancien président Nana Akufo-Addo selon lesquelles Traoré hébergerait des mercenaires russes ont jeté un froid diplomatique. Pourtant, à Accra, les manifestations de solidarité ont montré que les citoyens ordinaires prenaient fait et cause pour le dirigeant burkinabé. Partout sur le continent, les dirigeants liés au clientélisme occidental ont observé avec inquiétude leurs citoyens célébrer un homme qui rejette toute dépendance étrangère. En Afrique du Sud, les combattants pour la liberté économique, EFF, ont été l'une des rares forces politiques à soutenir ouvertement Traoré. Ils ont fermement rejeté les accusations de l'anglais et salué les efforts du capitaine pour rapatrier leurs burkinabés entre les mains du peuple. Nous condamnons l'ingérence continue de l'Occident dans les affaires des nations africaines, a déclaré l'EFF sur X, réaffirmant le droit souverain des peuples africains à contrôler leurs ressources. Leur position a trouvé un écho fort chez les jeunes générations africaines, qui voient en Ibrahim Traoré un modèle de leadership indépendant, au service de son peuple plutôt que des puissances étrangères. Les manifestations ne sont pas seulement une défense d'un homme. Elles sont une bataille pour l'âme de l'Afrique. Pendant trop longtemps, le continent a été le terrain de jeu des puissances mondiales. Ses ressources pillées, ses peuples marginalisés, ses élites cooptées. En dépit de ses imperfections, le capitaine Traoré incarne un rejet total de ce statu quo. Sa vision d'une Afrique souveraine et unie, libérée des chaînes du néocolonialisme, trouve un écho profond chez une nouvelle génération d'Africains, qui refusent de se contenter d'un monde façonné par d'autres. Certains, notamment en Occident, peignent Traoré comme un dirigeant autoritaire. Ils pointent du doigt la suspension des partis politiques, la répression de la dissidence et les abus présumés des forces armées burkinabées lors d'opérations de contre-insurrection. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Aucun dirigeant n'est au-dessus de ses responsabilités, et la vigilance citoyenne reste essentielle. Mais pour de nombreux Africains, la soudaine préoccupation occidentale pour les droits humains sonne creux. Où étaient ces indignations quand des régimes dictatoriaux, soutenus par l'Occident, opprimaient leur population en échange de contrats miniers ou pétroliers? Où était la condamnation quand la France fermait les yeux sur les abus de ses alliés en Afrique francophone? Pour les partisans de Traoré, ces décisions, même imparfaites, sont une réponse nécessaire et courageuse face à un pays assiégé à la fois par les groupes djihadistes, les sanctions étrangères et les tentatives de déstabilisation. L'amour que lui vouent ses soutiens n'est pas une adoration aveugle. C'est une reconnaissance lucide de ce qu'il incarne. Il rappelle que le destin de l'Afrique doit appartenir aux Africains. Ces politiques, de la nationalisation des mines d'or à la redirection des revenus vers l'éducation, la santé, l'agriculture et la sécurité, remettent en question le discours dominant selon lequel l'Afrique ne pourrait prospérer qu'avec l'aide de l'Occident. Son défi lancé à la France et aux États-Unis inspire un continent entier à envisager un avenir où ses ressources alimenteront son propre progrès, et non les bénéfices de multinationales étrangères. Sa jeunesse, sa fermeté, son indépendance résonnent puissamment auprès d'une population fatiguée d'attendre le changement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. D'autres vidéos arrivent très bientôt sur l'Afrique, la politique, et les mouvements qui façonnent notre continent. Activez la cloche pour être les premiers informés.